restez avec nous et tout de suite l'invité d'Eva Soto, David Khalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour David Khalfa. Bonjour. Israël-Palestine, année 0, le 7 octobre, une onde de choc mondiale est parue aux éditions du Bord de l'eau. Vous amorcez un dialogue par la voix de contributeurs israéliens mais aussi palestiniens. On va en reparler et vous vous interrogez aussi sur ce qu'a changé le 7 octobre et pas seulement à l'échelle d'Israël. Mais avant d'y revenir, une question d'actualité liée à la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. La présence de l'humoriste franco-marocain Yacine Bellatar à ses côtés pose question. C'est lui qui aurait poussé apparemment à l'époque Emmanuel Macron à ne pas se rendre à la grande marche contre l'antisémitisme. Quel est le but d'Emmanuel Macron en se faisant accompagner de Yacine Bellatar pour cette visite au Maroc? Je ne suis pas dans la tête du président de la République, mais cette présence interpelle, elle interroge. Je pense qu'il y a une part d'inconscience, probablement. Sans doute chez le président de la République une volonté, parce qu'il estime que Yacine Bellatar lui permet de prendre la température de la cité française, mais le personnage est particulièrement scabreux. C'est un bouffon sinistre qui se moquait par exemple de Samuel Paty lorsque ce dernier a été décapité, qui faisait des blagues extrêmement douteuses sur ce professeur d'histoire-géographie, qui par ailleurs s'en prend aussi à nos compatriotes musulmans laïque, et qui, en effet, a probablement joué un rôle néfaste lors de cette fameuse manifestation transpartisane contre l'antisémitisme à laquelle le président n'a pas daigné participer. Est-ce que vous voyez une continuité entre l'invitation faite à Yacine Bellatar d'accompagner Emmanuel Macron au Maroc et les propos qu'il a eus à l'encontre d'Israël? Ces fameux propos: je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. C'est ce qu'il a affirmé à l'adresse d'Israël après plus d'un an de guerre. À quoi ça sert ce type de propos pour la diplomatie française? Alors, j'irai pas jusque-là parce que je pense qu'il faut faire hyper attention aussi à pas tomber dans une espèce de vision presque complotiste de cette affaire, parce que je pense que le président de la République, si on revient un petit peu en arrière, c'est un habitué des virages à 180 degrés, notamment par exemple sur le Maroc. Il a commencé son premier quinquennat en essayant de se rapprocher de l'Algérie. Ça a été un échec total. Et le revirement et ce rapprochement à l'égard du Maroc s'explique assez largement par cet échec, cette vision française qui consiste à vouloir se rapprocher d'Alger. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer l'importance de ce type de considération sur le président de la République, parce qu'il a un tempérament... c'est du pragmatisme. C'est du en même temps, en fait, macronien, c'est-à-dire que le président de la République a pour habitude de prendre des décisions de ce type parce qu'il estime que la situation a évolué, que le contexte a évolué et que c'est son intérêt aujourd'hui d'aller dans ce sens. Est-ce que la France peut reprendre la main sur la situation au Moyen-Orient par ce type de propos tenus par Emmanuel Macron? Je pense que ça affaiblit la position française. Ça la rend totalement illisible. Ne serait-ce que parce que il y a un peu plus d'un an, le président de la République avait appelé à la création d'une coalition internationale anti-Hamas sur le modèle de la coalition anti-Daesh, et donc précisément un an après, il prend totalement le contre-pied de cette prise de parole qu'il avait d'ailleurs effectuée à Jérusalem, en donnant le sentiment qu'il y a une espèce de virage pro-arabe de la France. Et donc ce qui est très problématique, c'est la difficulté qu'on a à essayer de comprendre où la France va. Au Levant, évidemment, nous avons des leviers, nous avons un rôle historique. La France a joué un rôle, c'est une puissance coloniale, de protectorat du Liban, et je pense que le président français essaie d'endosser un peu l'espèce de costume gaulien de protecteur du Liban, mais ça le conduit à faire des déclarations qui donne le sentiment qu'il tourne le dos à Israël. Alors je pense que dans cette région, il faut qu'on maintienne un équilibre
et en particulier dans un contexte justement de guerre, où l'État d'Israël, dont on peut très légitimement critiquer la conduite des opérations militaires, notamment à Gaza, et l'absence de stratégie de sortie de crise, malgré tout fait face à des ennemis qui sont fanatisés, dont le logiciel idéologique est islamiste, soit sunnite, soit chiite. Et Israël, bien que étant une démocratie défaillante, ça reste une démocratie. Et donc, c'est pour ça que ces déclarations vraiment interrogent. Équilibre d'ailleurs que vous cherchez à obtenir dans votre ouvrage Israël-Palestine année zéro, puisque il y a différents contributeurs, des contributeurs israéliens et aussi des contributeurs palestiniens. En cette période, plus d'1 an de guerre, Israël a attaqué sur 7 fronts différents, une démocratie certes imparfaite, mais une démocratie quand même, vous l'avez souligné. Dans ce contexte-là, est-ce qu'un dialogue est encore possible, ou alors est-ce que c'est juste une position qui peut être théorique aujourd'hui ? Ce livre en est la preuve. Alors, dialoguer, c'est pas du tout imaginer qu'il y a une vision derrière Bisounours très mièvre, parce qu'en réalité, ça a été très compliqué de rassembler ces auteurs dans ce contexte de guerre. Pourquoi ? Parce que d'abord, eux-mêmes ont été impactés par cette guerre. Certains ont perdu, Ahmed Fouad al-Khatib, par exemple, qui est originaire de Gaza, a perdu 30 membres de sa famille dans les bombardements israéliens qui ont fait suite au massacre du 7 octobre. Donc c'est une tragédie personnelle. C'est pas simplement une réflexion théorique, complètement ex cathedra. Il y a chez ces experts, chez ces activistes, c'est existentiel. Le combat pour le dialogue, pour la paix, il est existentiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire le dialogue ? Les prémices de la politique au sens noble du terme, c'est le dialogue, parce qu'en l'absence de dialogue, évidemment, c'est la violence qui se déploie et qui produit ses effets néfastes. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est absolument ne pas cacher les divergences, parfois de fond, entre les visions israéliennes et palestiniennes. D'ailleurs, on voit, y compris chez les Palestiniens, une perception très très différente, finalement, des enjeux identitaires, politiques, idéologiques, parce que quand on est palestinien de Cisjordanie et qu'on vit près de Hébron, on n'a pas exactement la même perspective que lorsqu'on est citoyen arabe d'Israël, palestinien citoyen arabe d'Israël, comme c'est le cas par exemple de Roula Daoud, dont le rapport, si vous voulez, à l'identité nationale israélienne, cofondatrice de l'organisation Standing Together. C'est ça, est très différente parce qu'elle se revendique d'une double appartenance, à la fois à la société israélienne, elle est israélienne, et puis en même temps au peuple palestinien. Donc ça paraît compliqué, mais en réalité, c'est le reflet de la complexité en réalité de la société israélienne. Alors justement, cette complexité, elle se manifeste aussi par cette enquête qui est publiée dans votre ouvrage, celle de Jérôme Fourquet que vous interrogez. Il est politologue et directeur du département opinion de l'IFOP. Et en France, il démontre des résultats nuancés par rapport au conflit entre Israël, les Palestiniens et ses différents fronts, qui sont loin dans ce qu'il dit, en tout cas dans les opinions exprimées, de cette hausse exponentielle des actes antisémites qui sont réellement vécus par les Juifs de France. Les massacres du Hamas les ont libérés. Comment vous expliquez ce hiatus, ce fossé entre ce qu'on peut vivre et ce qui est exprimé ? Alors, ces actes antisémites ne sont pas simplement vécus, ce sont des faits. Alors, le hiatus dont vous parlez, c'est une très bonne question. Je pense que c'est tout simplement lié au fait que il y a une espèce de caisse de résonance, d'amplification des médias, des réseaux sociaux, qui donne le sentiment justement qu'en réalité, les opinions sur ce sujet sont particulièrement tranchées. C'est le cas s'agissant d'une minorité mobilisée, agissante, militante. Il y a un effet loupe. Il y a un effet de loupe, alors que le ventre mou des opinions publiques européennes est beaucoup plus nuancé. Condamnation du Hamas sans appel pour une majorité des sondés en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Hollande. Critique du gouvernement israélien, certes, mais en même temps solidarité avec les deux populations civiles, à la fois israéliennes et palestiniennes. Sentiment que ce conflit est très complexe, qu'il est sisyphéen, qu'il est sans fin, qu'il est lointain et que la possibilité d'influer sur ses destinées est très faible, donc de la part de ses opinions publiques. Donc il y a une position beaucoup plus de retrait. Et en effet,
ça ne cadre pas avec la vision qu'on a, et notamment sous nos latitudes, et qui consiste à imaginer que... Les choses concrètes, c'est-à-dire une hausse exponentielle des actes antisémites, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Oui, alors, pour répondre à votre question sur la question de l'antisémitisme, pour le coup, évidemment, c'est lié à la mobilisation de deux segments de la population européenne. Et c'est très net s'agissant notamment de la progression des préjugés anti-juifs au sein d'une partie de la gauche radicale. Mélenchon, évidemment, a joué un rôle en propulsant, quelque part, en instrumentalisant le conflit israélo-palestinien, en palestinisant sa campagne électorale européenne et législative. Et puis, de l'autre côté, au sein de la communauté musulmane, donc une partie, notamment de la jeunesse en particulier, qui est travaillée par des préjugés anti-juifs, avec les items qui sont vraiment très élevés chez elle de soutien au Hamas. Alors, en France, à un niveau quand même malgré tout relativement faible, mais élevé au sein de la jeunesse française de culture et de religion musulmane, avec un index qui est vraiment... On voit que, si vous voulez, que le niveau d'hostilité à Israël et au monde juif est surdéterminé par la pratique religieuse. C'est-à-dire que plus on pratique la religion, plus ce niveau de préjugés est élevé. En revanche, en Angleterre, les chiffres sont absolument alarmants, sont stratosphériques. C'est-à-dire que, et je pense que ça se reflète, c'est d'ailleurs ce qu'explique assez bien Jérôme Fourquet, par le caractère très important des manifestations anti-israéliennes à Londres, notamment. Mais encore une fois, si on dézoome et si on regarde la situation dans son ensemble, elle est beaucoup plus contrastée qu'on ne le croit. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très prudent. Et quand on essaie de décrypter la situation, ne pas tomber dans le panneau d'une polarisation qui est entretenue par des entrepreneurs politiques et identitaires, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Merci beaucoup David Kalfa d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio J, à lire Israël-Palestine, année 0, le 7 octobre 2023. Une onde de choc mondiale avec de nombreux contributeurs, notamment la préface d'Eli Barnavi et la conclusion d'Éric Danon, d'ailleurs l'un de nos chroniqueurs sur Radio J, 2 ambassadeurs pour encadrer ces prises de parole. Merci beaucoup. Merci Eva, merci David, on vous retrouve très prochainement, je l'espère, sur Radio J, vous qui êtes très matinal, vous nous l'avez dit en off. Ne bougez pas, dans quelques instants, la chronique de Yom Tov Kalfon, et puis juste après, on sera avec le réalisateur, le producteur Bernard Bitan. À tout à l'heure.